Bonjour à tous, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce nouveau webinar, les 60 minutes de la SFSPM. Donc le titre de ce soir, néo-adjuvant, les clés de la prise en charge en 2024. Donc nous aurons tout d'abord le point de vue de l'anatomopathologiste avec Camille Franchet de Toulouse, en modération Anne-Vincent Salomon de Paris et le point de vue de l'oncologue médical avec Diana Bello-Roufaille de Paris, en modération Charlotte Ngo. Donc bienvenue à ce webinar. Je vous rappelle la possibilité d'utiliser le chat pour nous poser des questions. On essaiera d'y répondre. Et je laisse la parole à Anne qui est à l'initiative de ce webinar sur l'anatomopathologie, un thème Ouais. cher à la SFSPM. Merci Antoine, bienvenue à tous. Voilà, il nous a semblé important de refaire un point sur effectivement le rôle de l'anatomopathologiste, puisque dans le néoadjuvant, dans la prise en charge des patientes pour lesquelles vous envisagez un traitement néoadjuvant, et qui mieux que Camille Franchet pouvait accomplir cette mission. Donc je suis extrêmement heureuse d'écouter Camille. On aura une petite session de questions dans la foulée. Et puis ensuite, on passera la parole à nos collègues oncologues médicaux et chirurgiens avec Diana et Charlotte. On est d'accord que la stratégie néoadjuvante est de plus en plus importante pour les patientes présentant des tumeurs HER2 positives ou triple négatives. Les luminaux n'arrivent pas loin derrière. Et sans plus tarder, Camille, je te passe la parole. Merci Anne, merci Antoine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, donc comme l'a dit Antoine, je travaille à Toulouse, je suis pathologiste et je fais essentiellement de la scénologie. Et ce soir, je vous parle du point de vue du pathologiste sur la prise en charge des prélèvements après traitement néoadjuvant et surtout la question des biomarqueurs, etc., ce qui compte pour vous, cliniciens, dans nos comptes rendus, euh, pour prendre en charge les patients. Donc le plan, ce sera évoquer l'évaluation du reliquat tumoral après chimiothérapie néoadjuvante. On parlera également un petit peu de la situation de l'hormonothérapie néoadjuvante. On évoquera, pour voir des belles images et des situations cliniques qu'on croise de temps en temps, les patterns différents de maladies résiduelles qu'on peut croiser. Et puis surtout, on abordera la valeur pronostique des biomarqueurs en post-néoadjuvant. Il y aura la réponse pathologique complète, bien sûr, mais pas que, puisqu'il y a d'autres choses qui peuvent potentiellement être intéressantes. Alors, l'évaluation du reliquat tumoral après chimiothérapie néoadjuvante, on va essentiellement parler du residual cancer burden, mais également du YPTNM et du CPSEG que j'ai mis dans ce chapitre, même si c'est un peu plus une évaluation globale à l'échelle avant-après traitement de l'évolution de la tumeur sous traitement, mais je l'ai mis là quand même. Alors, les residual cancer burden, c'est le score de référence pour l'évaluation du reliquat tumoral. Et finalement, comme on pourrait penser que les scores évaluent la réponse au traitement, la quantité de réponse au traitement, en fait, le residual cancer burden fait surtout une quantification précise de ce qu'il reste après traitement, c'est-à-dire du reliquat carcinomateux infiltrant qu'on va trouver dans le sein et dans les ganglions axillaires. Et c'est cette quantification précise du reliquat qui a une valeur pronostique importante qu'on détaillera plus tard. Donc, dans le sein, à l'étape macroscopique, on va repérer le lit tumoral résiduel qu'on va prélever en entier, qu'on va prélever largement, et qui va nous permettre au microscope de retrouver ce lit tumoral résiduel et de regarder un certain nombre de variables, les dimensions du lit tumoral résiduel microscopique, sa cellularité, la proportion de carcinome in situ. Et puis dans les ganglions, un peu comme on ferait en temps normal, on va chercher les ganglions métastatiques et on va mesurer la taille de la métastase ganglionnaire la plus volumineuse, sachant que ces ganglions métastatiques, ils peuvent parfois avoir été largement remaniés par le traitement et que donc ça implique à l'étape de la macroscopie d'être extrêmement sensible pour trouver les ganglions et prélever tout ce qui peut potentiellement correspondre à un ganglion qui aurait pu fondre sous traitement. Alors, comment on s'y prend? Je pense que
Vous êtes principalement des cliniciens face à moi ce soir, même s'il y a quelques anapathes. Et donc, je vais vous parler un petit peu d'un point de vue pratique de ce que l'on fait. Donc, le gros nuage, la grosse patate orange, là, c'est le lit tumoral résiduel après traitement qu'on observe au microscope. Alors, on va imaginer qu'on est sur un lit tumoral résiduel de 50 mm par 20 mm. On va évaluer dans cette zone la cellularité et la proportion d'in situ. Alors là, pour la cellularité, on utilise des ABAC qui ont été publiés en même temps que dans l'article de Simons de description du score RCB. Ça nous permet de nous jauger et de voir à peu près où on se situe. Et on va aussi évaluer la proportion de carcinome in situ. Alors, un petit point important pour pas qu'il y ait de confusion, la cellularité à 30% ne veut absolument pas dire que la tumeur a fondu de 70%. C'est quelque chose que j'ai déjà eu l'impression que le message passait comme ça, et c'est pas ça qui se passe, parce que finalement, la cellularité d'une tumeur au départ, elle est pas de 100%, elle est difficile à évaluer puisqu'on n'a que des biopsies au départ, et donc on ne sait pas très bien d'où on part, on sait juste où on arrive. Et donc, ne pensez pas qu'une cellularité à 5%, à 20%, à 40% a vraiment un sens en termes de proportion de réponse. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et l'in situ, on le quantifie, mais on le quantifie surtout pour l'exclure du calcul, parce que le calcul du RCB, comme je vous l'ai dit, c'est cette quantification précise de ce qui reste, et de ce qui reste comme carcinome infiltrant. Donc finalement, si on fait tout ça, c'est pour se demander quelle surface ferait toutes les cellules tumorales infiltrantes qu'on aurait compactées ensemble en excluant les zones de fibrose, les zones de cicatrices et l'in situ. Dans notre exemple, 50 x 20 mm, on est à 1000 mm² de surface du lit tumoral. La cellularité est à 30%, donc on est à 300 mm² de cellules tumorales tout confondues, in situ et infiltrant, dont on soustrait l'in situ, il reste 150 mm² de carcinome infiltrant. Et c'est ça qui va être la base du calcul du RCB. Et puis dans les ganglions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur du classique, on cherche les ganglions positifs et la taille de la plus grande métastase. Alors la formule, c'est the formule vraiment qu'on ne fait pas de tête, hein, c'est la formule du RCB et qui fait intervenir nos différentes variables dans cette formule. Il y a dans la partie gauche, à gauche du signe plus qui concerne ce qui reste dans le sein et ce qui est à droite du signe plus qui concerne ce qui reste dans les ganglions. Juste un petit mot pour vous dire que ce qui est dans la parenthèse là va très vite tendre vers 1 dès lors qu'on a des ganglions positifs. Et en fait, du coup, ça veut dire que la partie entre crochets va très vite tendre vers 4 fois la taille de la plus grande métastase dans les ganglions. Donc en fait, le poids des ganglions positifs dans le score RCB est important, et ça s'explique par le fait que le poids pronostique des ganglions positifs après chimiothérapie adjuvante est très important. Et ça se caractérise comme ça dans la formule. Le résultat va être un score chiffré du RCB avec 3 chiffres après la virgule, qui, alors, selon les mathématiques, irait de 0 à plus l'infini, mais en réalité, dans la pratique, ça plafonne à 4, 4,5. C'est déjà des RCB épouvantables quand on est à 4,5. Alors ensuite, on a une classe RCB qui est associée à ça, avec des seuils que je n'ai pas détaillés ici, mais RCB 0, c'est pas compliqué, c'est la réponse pathologique complète. C'est le Graal, c'est absence de carcinome infiltrant dans le sein et dans les ganglions. RCB1, c'est une tumeur résiduelle minimale. RCB2, une tumeur résiduelle modérée. RCB3, une tumeur résiduelle extensive. On reparlera de la valeur pronostique de ces différentes classes plus tard. Et donc, comme je vous le disais, on a un calculateur en ligne qui permet de calculer ça sur le site du MD Anderson. Et donc, ça nous sort, comme vous voyez en bas, le score avec un nombre à 4 chiffres significatifs et la classe RCB. Voilà pour le RCB. Et voici deux exemples, où il y a un reliquat dans le sein, mais pas dans les ganglions, et inversement. Donc là, le reliquat dans le sein, il se caractérise par ces petits boyaux tumoraux bleus que vous voyez de loin et sur lesquels j'ai zoomé en bas à droite, où on voit voilà, un reliquat tumoral sous forme de petites travées comme ça, le reste étant relativement fibreux, cicatriciel. Et dans le ganglion, un ganglion d'habitude vu de haut, c'est tout bleu. Et là, celui-là, il est essentiellement rose parce que la métastase a complètement fondu et il reste de la cicatrice et il n'y avait plus aucune cellule tumorale dans ce ganglion. Quand on calculait le RCB, on tombait sur 1,173 et c'est un RCB 1.
donc une maladie résiduelle minime. Une autre situation où on tombe sur une maladie résiduelle minime, c'est une situation où dans le sein, il n'y a plus rien du tout. Ce qu'on observe vu de haut et qui pourrait nous alerter correspond en fait à des macrophages. Ces macrophages qui viennent pour nettoyer la zone de combat. Et il n'y a plus de cellules tumorales résiduelles. On peut s'en assurer si on veut par immunohistochimie, mais là vraiment, il n'y avait plus rien. Et dans les ganglions, on trouvait des ganglions avec de la réponse au traitement. Et dans un ganglion, on retrouvait quelques cellules tumorales résiduelles, mais je vous l'ai dit, même de rares cellules tumorales résiduelles dans un ganglion, ça a un poids qui n'est pas anodin. Et donc, on avait un score RCB qui finalement était supérieur à celui qu'on voyait dans l'image d'avant pour beaucoup moins de cellules tumorales, parce que c'était le ganglion qui était atteint. Ça restait malgré tout une très bonne réponse avec une maladie résiduelle minime. On reparlera des notions de valeur de cellules tumorales isolées dans les ganglions en post-néoadjuvant versus la situation de chirurgie première, qui sont vraiment différentes. Alors, une fois qu'on a fait notre RCB, qu'on a notre classe RCB, et qu'on a notamment recherché la réponse pathologique complète, qui est le Graal, comme je vous le disais, on fait un YPTNM, qui est le TNM des pathologistes, avec le P, et Y signifie après traitement. La définition de la réponse pathologique complète, c'est tous les YPT0 et PTIS, donc même quand il y a de l'in situ exclusivement qui reste dans le sein, c'est bon. Il ne faut pas qu'il y ait d'emboles vasculaires. Les emboles vasculaires excluent la PCR. Et les YPN0 et bien sûr les cellules tumorales isolées sont exclues de cette situation de PCR. Donc c'est du YPT0 ou YPTIS sans embol, YPN0 sans cellules tumorales isolées. Alors le YPT et le YPN, à l'heure actuelle, selon les recommandations actuelles, ils se rapportent de la même manière que le PT ou le PN, c'est-à-dire la situation chirurgie première avant traitement. Et ça pose un peu question parce que mesurer l'infiltrant dans la situation de chirurgie première, on sait le faire. On le sait que quand il y a un massif comme ici en A, on mesure la grande dimension du massif pour faire notre PT. Et quand il y a plusieurs foyers comme en D ou en E ici, on va mesurer la taille du plus grand foyer infiltrant. Mais vous verrez après, quand je vous montrerai les patterns de réponse au traitement, que dans pas mal de situations post-traitement néoadjuvant, la réponse est fragmentée et ça devient très difficile de faire ça et de trouver le plus gros massif cohésif pour faire le YPT. Et c'est un petit peu difficile parce que dans l'état actuel des choses, on est censé avoir un YPT qui correspond à la taille du plus grand massif cohésif, alors que pour faire notre RCB, on va mesurer les deux grandes dimensions qui sont indiquées par les flèches rouges. Donc là, il y a peut-être des voies d'amélioration, d'adaptation à la situation néoadjuvante. Comme disait Anne en introduction, le néoadjuvant, c'est de plus en plus fréquent et finalement, les situations où on se gratte un peu la tête en se disant que le staging n'est pas forcément très adapté à cette situation-là, elles sont assez fréquentes. Et il y a un groupe, le groupe iSpy, qui travaille sur des recommandations pour l'évaluation après traitement néoadjuvant, ont proposé un certain nombre d'améliorations possibles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, parce qu'il n'y a pas énormément de pathologistes dans l'Assemblée, et donc surtout pour aller droit au but. Peut-être qu'il y aurait une notion d'harmonisation de la taille YPT et dimension du RCB, à discuter, savoir ce qu'on fait de l'in situ dans ces situations-là. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, YPTM, c'est-à-dire la situation où on a des tumeurs multiples, ne devrait être réservée qu'aux situations où il y avait plusieurs tumeurs avant traitement néoadjuvant, et ces tumeurs distinctes auraient du reliquat à chaque fois dans les deux foyers. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser YPT1, PT2, M, mais pas dans les situations de réponse fragmentée comme on voit ici sur l'image. Où là, si on est parti d'une tumeur au départ, il n'y a pas de raison de mettre un M dans cette situation-là. Et puis, encore une fois, là, pour évoquer la notion des cellules tumorales isolées dans les ganglions après traitement néoadjuvant, elles n'ont pas du tout la même valeur pronostique que des cellules tumorales isolées en situation de chirurgie première, où là, on sait que l'impact pronostique est faible. En néoadjuvant, ça a un point important, vous l'avez vu dans le RCB, et la proposition du groupe iSpy, c'est de les appeler YPN1I+, ce qui n'existe pas actuellement, mais qui traduirait le fait qu'on n'a pas envie de les appeler N0. Je passe là-dessus, c'est des détails de terminologie, mais peut-être c'est des choses que vous allez voir apparaître
un jour. Voilà. On va passer maintenant au score CPS plus EG. Et l'indication phare actuelle, même si le CPS plus EG a été utilisé dans des cohortes, dans différentes études avec des conjugués de drogues anticorps comme le sacituzumab govitecan ou avec des inhibiteurs de CDK4/6, etc. Finalement, l'indication actuelle, l'AMM actuelle où on a une notion de CPS-EG, c'est l'indication de dolaparib, de PARP inhibiteur. Et finalement, l'indication actuelle de PARP inhibiteur, c'est les mutations germinales délétères de BRCA1 ou 2 chez toutes les patientes métastatiques du fait des études Olympiade et Embraca, et dans le stade localisé, chez les patientes à haut risque de récidive, ça c'est l'étude Olympia, pour les tumeurs RH+, HER2- à haut risque de récidive. Et ce haut risque de récidive, il peut être caractérisé soit par 4N+ ou plus, ou par un score CPS plus EG supérieur ou égal à 3 après chimio néoadjuvante. Pour les triple neg, c'est différent. Je ne détaille pas ici, vu qu'on parle du CPS plus EG. Alors, CPS plus EG, pour comprendre ce que c'est, il suffit de savoir ce que ça veut dire, presque. C'est le Clinical Pathologic Score, et EG signifie œstrogène et grade. Donc, Clinical Pathologic Score, ça va en fait utiliser le stade clinique avant traitement, en donnant un poids important, un score important à des situations cliniques de départ avec un gros volume tumoral, un gros envahissement tumoral, et le stade pathologique post-traitement, où là, on va prendre en compte la réponse au traitement, finalement, l'arrivée après traitement. EG, œstrogène et grade, attention, il y a des pièges. Le statut des récepteurs d'œstrogène pré-traitement positif, négatif, ça a été décrit avec un seuil à 1%, il faut le savoir. Mais surtout, là où il y a un piège, c'est sur le grade. Ce n'est pas le grade histologique qu'on utilise, c'est le grade nucléaire pré-traitement. Et ça, c'est le deuxième item du grade de Elston et Ellis ou du grade histologique. Et c'est bien celui-là qu'il faut regarder pour mettre ou non un point en plus dans la ligne qui est tout en bas là. Nucléaire grade 3, plus un point. Ça ne veut pas dire que c'est un Elston et Ellis à 3. Ça veut dire que les noyaux étaient gradés à 3 sur biopsie. D'accord? Voilà. Pareil, on a un calculateur en ligne sur le site du MD Anderson pour le CPS plus EG, et c'est d'une grande aide, notamment parce qu'on doit naviguer entre le stade clinique, le stade anapath, etc. Tout ça, nous, à Toulouse, c'est quelque chose qu'on fait directement en RCP. Comme ça, on a toutes les données sous la main pour le faire. Alors, on a parlé de chimiothérapie néoadjuvante. Je vais dire un petit mot de l'hormonothérapie néoadjuvante et notamment du PEPI score. C'est un score qui est assez intéressant et qui finalement va remuer un certain nombre de concepts qu'on va évoquer après. Le PEPI score, ça veut dire Préopérative Endocrine Pronostic Index, décrit par l'équipe de Ellis en 2008 et qui va prendre en compte le PT après traitement, le PN après traitement et le niveau du Ki67 avec, comme vous le voyez, possibilité pour des tumeurs T12, N0 avec un Ki67 très faible d'avoir un PEPI score à 0. J'ai mis entre parenthèses le statut du récepteur des œstrogènes parce qu'en réalité, ce qui est le plus couramment utilisé, c'est le Modified PEPI, et le Modified PEPI, c'est le PEPI sans la ligne des œstrogènes. Alors pourquoi c'est intéressant le PEPI score? Parce qu'il y a une proportion non négligeable de patientes qui finissent l'hormonothérapie néoadjuvante avec un PEPI score à 0, et ce PEPI score à 0, il est associé à une très bonne DFS à 5 ans dans l'étude Princeps. Voilà, donc on réévoquera un petit peu la place potentielle du PEPI score, même s'il y a eu des études pour essayer d'augmenter la proportion de PEPI 0 avec une hormonothérapie néoadjuvante plus costaud. C'est l'étude Alternate qui est revenue négative. Voilà. Il y a eu aussi l'étude Féline en association avec le ribociclib, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà. On ne sait pas encore exactement comment utiliser le PEPI score. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est pas quelque chose que mes cliniciens à Toulouse me demandent. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Je vais aller vite maintenant parce que je vois que je dépasse largement. Les patterns de maladies résiduelles après traitement néoadjuvant. Je vais aller vite, mais tout ça pour vous dire que ce que j'ai expliqué sur le calcul du PT, etc., avec les situations de reliquats dispersés, bah, c'est une réalité. On observe des reliquats circonscrits et des reliquats dispersés. Les reliquats dispersés sont les plus fréquents, 3/4 des cas. Les reliquats circonscrits, à peu près 1/4 des cas. Et
autant les triples négatifs ont des reliquats qui sont dans la moitié des cas circonscrits, dans la moitié des cas dispersés, finalement, les tumeurs luminales, elles, vont avoir plus souvent des reliquats dispersés, ainsi que les tumeurs HER2+. Il y a aussi une notion d'association de ces reliquats circonscrits versus dispersés, avec le grade qui est plus élevé et la taille tumorale qui est plus faible dans les reliquats circonscrits, et le reliquat dispersé est plus souvent retrouvé dans des grades plus faibles et des tailles tumorales plus élevées. On a aussi un cortège d'éléments morphologiques qui vont être associés plutôt aux reliquats après chimiothérapie néoadjuvante chez les tumeurs RH+, versus les triple neg, dont pas beaucoup ont eu un impact pronostic, même si on reparlera des TILS en fin de présentation rapidement. Voilà ce qu'on observe dans les triple neg, notamment. Souvent, on va avoir des cellules avec des atypies épouvantables, comme vous le voyez ici, ou ici, ça, c'est des cellules qui sont plus capables de faire une mitose, d'aller au bout d'une mitose. En fait, c'est du bout de course. Et puis, à l'inverse, dans des tumeurs RH+, on va plutôt souvent avoir des situations d'élastose du stroma, comme on voit en bas à droite. Je passe vite pour arriver à la valeur pronostique des biomarqueurs post-néoadjuvants. Alors, le premier des biomarqueurs, c'est la PCR. C'est la PCR et le RCB, où on voit que pour des cancers du sein tout venant, et là, dans une grande étude avec 12 ans de médiane de survie, de médiane de suivi, médiane, on voit que les scores RCB0, RCB1, RCB2, RCB3 font vraiment se séparer les courbes de manière très pertinente. Mais quand on regarde par sous-type immunohistochimique, on voit que cette séparation est vraiment très bonne dans les triple neg, dans les HER2+, avec un peu plus de délai pour voir les courbes se séparer. Comme on voit ici. Ici, dans les RH-HER2+, on a une petite superposition des RCB2, RCB3, mais ça sépare bien quand même les pronostics. Par contre, dans les tumeurs RH+, HER2-, on voit qu'on a un peu plus de mal à séparer les courbes, et notamment la courbe RCB0 et la courbe RCB1. Alors moi, j'ai toujours une limite quand je regarde ces papiers-là, c'est qu'il y a un taux de réponse pathologique complète, donc de RCB à 0, dans ces études qui avoisinent les 20-25%. Dans les tumeurs luminales, ça ne correspond pas du tout à ma pratique. J'ai beaucoup moins de réponses pathologiques complètes que ça dans ma pratique, et pourtant, je crois que je regarde correctement mes lames, mais il y a sûrement une notion de comment sont classées les tumeurs RE faibles ou RP faibles avec un RE à 0. Et en fait, les auteurs de ce papier disent que la principale origine de ces courbes RCB0 et RCB1 qui ne se séparent pas, c'est qu'il y avait pas mal de rechutes précoces dans le groupe RCB0 dans les 3 premières années et qui étaient associées à des tumeurs RE low ou RE-, RP low, et qui étaient dans ce groupe au moment de faire les courbes de survie. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même une zone un petit peu floue là, et ça explique aussi pourquoi on a du mal à comprendre la valeur de la PCR dans ces tumeurs luminales. Ensuite, les autres marqueurs accessibles facilement, grade histologique, index mitotique, Ki67, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur après traitement néoadjuvant? En fait, assez souvent, un grade histologique élevé, un index mitotique élevé, un Ki67 élevé, tout ça est de mauvais pronostic post-chimio néoadjuvante. Et j'en profite pour évoquer quelque chose qui combine un peu tout ça, qui est le RP-RCB, c'est le RCB avec un P comme prolifération en plus, qui a été décrit par la même équipe que l'équipe qui a décrit le RCB, et qui montrait que quand on associait RCB avec Ki67, on faisait mieux que les valeurs pronostiques individuelles du RCB et du Ki67. Et quand on couplait à ça le grade et le niveau d'expression des récepteurs, du récepteur des oestrogènes, pardon, on améliorait encore la capacité discriminante du pronostic post-chimiothérapie néoadjuvante. RERP, HER2, les histoires de switch entre la tumeur primitive et la tumeur sur biopsie et le reliquat après traitement. Il y a des résultats qui sont parfois un peu discordants pour certaines questions dans la littérature, mais une chose est sûre, c'est que les switches positifs vers négatifs d'HER2 sont plutôt de mauvais pronostics, et sont plutôt de bons pronostics les switches négatifs vers positifs des récepteurs hormonaux, qui eux-mêmes ouvrent l'opportunité d'une hormonothérapie adjuvante, post-néoadjuvante. Et voilà, se pose toujours la question de
Est-ce que c'est vraiment un switch? Est-ce que les cellules tumorales changent de statut ou est-ce que juste il y avait un problème d'échantillonnage sur biopsie? Avec une biopsie sur une tumeur de 4 cm, on ne peut pas tout voir et on peut imaginer ne pas identifier une situation d'hétérogénéité intratumorale. Très rapidement, la biologie moléculaire, parce qu'en fait, c'est des notions pronostiques, mais qui n'ont pas actuellement de traduction en termes de traitement. Mais on sait que passer d'un profil muté PIK3CA et ou TP53 à un profil wild-type et après traitement néoadjuvant est de bons pronostics. Et je voulais passer quand même quelques secondes sur les TILS après traitement néoadjuvant. Vous savez qu'en 2015 a été décrit une manière de quantifier les TILS selon voilà, le papier de Roberto Salgado dans les tumeurs du sein. Plus récemment, il y a eu des recommandations pour cette quantification dans les tumeurs après traitement, quand il y a du reliquat tumoral après traitement. Et donc, on peut quantifier les TILS après traitement, et ça a une valeur intéressante dans cette étude de DSI ici, avec un seuil low TILS versus high TILS qui était fixé à 60%. Il y avait un peu moins de 10% des cas de high TILS, et les high TILS avaient une vraiment meilleure MFS dans cette étude, et notamment, chose assez intéressante, pour des tumeurs qui devaient avoir un RCB plutôt mauvais, ici en D, pour des reliquats supérieurs à 2 cm, le fait d'avoir plus de 60% de TILS était vraiment associé à une bonne MFS. Donc voilà. Est-ce que ça a une traduction en termes de décision de traitement post-chimiothérapie néoadjuvante? Peut-être pas pour l'instant, mais c'est des choses importantes en termes de pronostic. En conclusion, et j'ai vraiment dépassé le temps imparti, la situation néoadjuvante aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient extrêmement fréquent et qui fait qu'on doit probablement adapter nos staging, etc., à la situation. Il y a la valeur pronostique majeure et bien connue de la PCR, mais finalement, il y a d'autres biomarqueurs directement accessibles, morphologiques, immunohistochimiques, voire moléculaires, qui peuvent nous aider à évaluer le pronostic post-chimiothérapie néoadjuvante. Et puis, il y a différentes méthodes d'évaluation du reliquat et de la réponse au traitement en fonction des situations cliniques. On a évoqué le CPS plus EG pour l'indication de PARP inhibiteur et le PEPI-score en situation d'hormonothérapie néoadjuvante. J'espère avoir été clair et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Camille. Alors, C'était très long, je suis désolé, hein. non, non, mais je t'en prie, il y a beaucoup de choses à dire, c'est clair. Moi, je retiens que donc tu es, bon, on suit les règles du MD Anderson, on évalue le RCB suivant les recommandations et que on peut tirer des informations de la prolifération après chimiothérapie, donc les mitoses, le KI67. Refaire les RORP peut apporter des informations. C'est vrai que pour HER2, que penses-tu de l'évaluation d'HER2 dans ta pratique? Parce que l'école, Alors, voilà, oui, il y a des pièges avec HER2 voilà, post-chimiothérapie néoadjuvante, d'autant plus qu'on utilise des taxanes très, très souvent en séno. Et on sait qu'il y a des pièges. Je parlerai des pièges avant. Mais finalement, l'indication de trastuzumab en néoadjuvant, elle se base sur la positivité du statut HER2 avant traitement. Et on va poursuivre le traitement sur la base de ce statut sur biopsie, euh, quel que soit un éventuel switch. Donc la question qui se pose essentiellement, c'est quand on a une situation de très mauvaise réponse au traitement après trastuzumab, chimiothérapie plus trastuzumab, parce que c'est pas classique. mmh, Le plus souvent, quand même, les tumeurs répondent bien à la chimio plus trastu, et on est étonné quand on a un gros reliquat tumoral, RCB2, RCB3. Et dans ce cas-là, la première chose à faire, certainement, c'est pas de tester le reliquat, c'est de vérifier le statut sur biopsie. Mm. C'est sûrement la première chose à faire. Si on teste sur le reliquat, on s'expose à une chose, c'est d'avoir un HER2 qui ne sera pas forcément 3+. S'il est 3+, et qu'on veut aller jusqu'au bout, montrer l'amplification, bon, il n'y aura pas de problème. C'est plutôt les situations où, à cause des taxanes et à cause de ces inhibiteurs de la dépolymérisation des microtubules, on va avoir des situations de chromosomes qui font de l'endoreduplication. C'est un phénomène voilà, biologique qui fait que
ça se divise et se resynthétise dans la même cellule, et on va avoir des faux aspects d'amplification en hybridation in situ. Donc, si on fait, notamment sur les cellules très moches que je vous montrais tout à l'heure, une hybridation in situ, on va très souvent voir beaucoup de copies du gène HER2, mais qui ne correspondent pas forcément à une réelle amplification du gène HER2. Donc, prudence, prudence pour HER2 post-chimiothérapie néoadjuvante. Ok. La première chose à penser, c'est de retester la biopsie si on a un gros reliquat après traitement. Ça, c'est Merci un beaucoup, message Camille. important. Une Il y a des question questions? d'Elisabeth Ouais. Russe. Hello Camille, retourne ton expérience de la TAD dans les N plus initiaux. Euh, je comprends pas la question, pardon. TAD, Elisabeth, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, elle ne peut Alors, en pas nous attendant, parler. qu'en est-il de la classification Sataloff? Ça, c'est plus simple. Ah, alors, euh, Satalov, Chevalier, et puis tout un cortège de vieilles classifications sont moins pertinents pour évaluer le pronostic post-chimiothérapie néoadjuvante que ne l'est le RCB. Ça, c'est sûr. Après, je ne sais pas comment dire, si vos cliniciens demandent un Satalov, vous pouvez toujours faire un Satalov, ça coûte rien, ça se fait sur la morpho. C'est juste que le Satalov présuppose qu'on est capable de quantifier la proportion de réponse. Et ça, à mon avis, on se trompe si on croit qu'on sait faire ça bien. Voilà, on a une idée, on se dit, ah ouais, ça a l'air d'avoir répondu à plus de 50% ou moins de 50%. À vrai dire, je crois on est relativement mauvais là-dessus. Moi, ce que j'aime bien au RCB, c'est que finalement, on quantifie ce qui reste, on fait ça très bien, et on connaît la valeur pronostique de ça. Le Satalov, c'est un petit peu moins bon. Euh, alors, pour répondre à Elisabeth, je n'ai pas vraiment d'expérience locale sur cette question de faire une exérèse d'un ganglion clippé, plus un sentinelle à côté, etc. J'ai pas du tout assez de recul là-dessus pour avoir un avis pertinent sur la question. C'est c'est- c'est probablement voilà, des choses qui, qui devraient être évaluées. Nous, localement, on a toujours eu un peu du mal avec le clippage du ganglion, etc. Et donc, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Donc, je ne sais pas, Anne, si tu as plus d'éléments que moi sur cette question. Pas plus. On pratique le ganglion sentinelle et pas de clip mis sur un ganglion et une chirurgie targeted. Donc, on, On a participé aux études Ganéa, mais je ne peux pas dire que j'ai une grosse expérience de la question. Je suis désolé, Elisabeth. alors, après, on a Justin de République démocratique du Congo. Existe-t-il une condition particulière du prélèvement quand il s'agit d'un reliquat pour prévenir la prolifération en cas de néoadjuvante ou d'hormonothérapie non adaptée? Alors, Alors, euh, alors, quelle situation? Par exemple, la situation où quand on, on quand on découvrirait quoi? Un statut HER2 plus Non, mais une condition particulière de prélèvement, est-ce que peut-être vous pouvez nous après. préciser? Ouais, tu vois, est-ce que c'est macroscopique, Justin, si vous pouvez nous dire euh, Alors, si c'est macroscopique, les recommandations pour les prélèvements en macroscopie après chimiothérapie néoadjuvante, c'est d'être gourmand, d'en faire beaucoup ouais. pour évaluer le mieux possible Et- le reliquat. Euh, donc, Justin, si vous voulez nous donner ouais, Ouais, plus. ouais. si vous voulez détailler la question. Voilà. On va peut-être. Je reviens juste sur moi, j'avais la question là sur le HER2. Quand tu parles de switch positif vers négatif, pourquoi c'est un mauvais pronostic? Alors, c'est ce qui est décrit dans la littérature. C'est plutôt de plus mauvais pronostics que des statuts HER2 qui vont rester stables. Voilà. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait pas grand-chose. Encore une fois, entre les études j'ai parlé de pas mal d'études qui donnent une information pronostique uniquement et qu'on ne sait pas tellement comment utiliser dans la pratique. On le sait de manière statistique, quand il y a un switch positif vers négatif, la perte de l'amplification d'HER2 après chimiotrastu, elle est de l'ordre de 40% dans la littérature. Donc, c'est pas anodin, hein. Voilà.
Donc, Allez, une dernière question, après on passera à Diana en oncologie médicale. Donc, SBR en néoadjuvant, une utilité, point d'interrogation, et le seuil par rapport aux récepteurs hormonaux, 1 ou 10%. alors, Sébastien Duquesne de La Réunion. d'accord. Alors, le SBR après néoadjuvant, bah, je pense que le plus intéressant, c'est l'activité mitotique, c'est l'index mitotique. Une fois qu'on a fait l'index mitotique, en général, on n'est pas loin d'avoir fini le grade, hein. Donc, moi, je le fais parce que de tout temps, j'ai compté les mitoses après traitement et que ça coûte rien d'aller un peu plus loin et de faire le grade. Voilà. Concernant le seuil, ben, moi, je crois fermement à l'intérêt du seuil à 10% pour mieux identifier les tumeurs qui se comportent comme des triple neg, c'est-à-dire RE entre 0 et 9 et versus les autres qu'au seuil à 1%. Voilà, il y a beaucoup d'arguments quand même dans la littérature pour aller dans ce sens-là. La, la pire question dans cette situation, à mon avis, c'est il y a sûrement une certaine proportion de patientes avec un RE low qui bénéficieraient d'une hormonothérapie, mais on ne sait pas très bien les identifier. Mais pour ce qui est de la réponse au traitement néoadjuvant, quand même, mon impression, c'est que les RE low répondent comme des triple neg. Mm. Très bien. Anne, je propose qu'on passe à la Oui, présentation de Diana, et puis si on a il y a plein de questions Mais qui sont rajoutées, si on a le temps, on répondra à tout à pour la fin. répondre absolument. À Salima en un mot, oui, je fais un RCB après traitement néoadjuvant de type hormonothérapie. Voilà. Je ne sais pas si c'est extrêmement pertinent, mais je le fais. Voilà, je Très laisse la main. bien. Merci beaucoup, Camille. Merci Camille. À toi, Diana. Donc je m'excuse de ma voix un petit peu saccadée par une trachéite, mais j'espère être audible. Donc je vous propose de faire un focus du coup sur l'impact des stratégies, systémiques en situation néoadjuvante, en se posant, ensemble les questions qu'on se pose, régulièrement en réunion de concertation pluridisciplinaire finalement. Alors, je vais juste décaler ceci pour que vous puissiez bien voir. Voici, on va le mettre plus haut. Alors, l'intérêt des stratégies systémiques néoadjuvantes, il est multiple, hein. Il permet d'accéder, dans un certain cas, à un traitement conservateur. Il permet d'évaluer in vivo la sensibilité tumorale au traitement systémique et éventuellement de pouvoir proposer des stratégies de rattrapage derrière, stratégies de rattrapage qui peuvent avoir un impact sur la survie globale des patientes. Alors, dans le cas de la maladie triple négative, pour les stades 2 et 3, le standard thérapeutique repose sur le schéma Keynote 522, donc un schéma qui propose une chimiothérapie séquentielle par carboplatine taxol, puis anthracycline cyclophosphamide associée à du pembrolizumab pour 6 mois. Et en post-néoadjuvant, après chirurgie, la poursuite du pembrolizumab pour 6 mois. Et donc cette année, à l'ESMO, on a eu les résultats, de la survie globale de cette étude Keynote 522 et les conclusions sont que ce schéma permet d'augmenter de 5 la survie globale et donc ceci en faveur, du bras par, pembrolizumab, un bénéfice qui était constant dans tous les sous-groupes et ceci indépendamment du statut PDL1 et donc du score CPS. Une excellente nouvelle pour nos patientes, ce bénéfice en survie globale de 5 mais ça pose quand même une question. Il y a une proportion non négligeable de nos patientes qui finalement reçoivent du pembrolizumab, mais qui ne tirent pas de bénéfice en survie globale de cette stratégie thérapeutique. Et en fait, c'est quand même un écueil majeur lorsque l'on connaît les toxicités immuno-induites par le pembrolizumab. Il peut s'agir de l'hypothyroïdie qui concerne à peu près 15% des patientes, des toxicités qui sont plutôt de grade 1 ou 2, mais qui très souvent nécessitent une hormonothérapie substitutive et parfois de façon définitive. Et puis, on a des toxicités un peu moins fréquentes, mais beaucoup plus graves, telles que les gastrites, les insuffisances corticotropes, colites, hépatites et même les pneumopathies interstitielles. Et donc, dans cette étude Keynote 522, on a eu 7,7% des patientes qui ont arrêté leur traitement pour toxicité versus 1% des traitements dans le bras placebo.
Donc, deux warnings, des toxicités parfois graves, parfois prolongées et un risque d'arrêt précoce du traitement en raison de ces toxicités. Et donc, du coup, ça pose question sur la granularité de l'indication de l'immunothérapie. Est-ce que toutes les patientes de stade 2-3, triple négatif, doivent recevoir un schéma qui note 5 de 2? Donc, on a là les résultats de la survie globale en fonction de la réponse histologique complète ou pas. On voit que chez patientes qui sont en PCR, le bénéfice de l'adjonction de l'immunothérapie est plutôt minime, 94,4% pour les patients dans le bras placebo versus 95,1% chez les patients traités par immunothérapie. Et donc, dans cette population, on peut être amené à se poser la question de la pertinence de la poursuite de l'immunothérapie après la chirurgie, puisque finalement, on en a les résultats d'une survie globale drivée par la PCR qui est un résultat qu'on a au moment de la chirurgie. Pour avoir réellement la réponse de la plus-value du Pembro en adjuvant, il aurait fallu que dans cette étude, il y ait une seconde randomisation au moment de la chirurgie avec randomisation, poursuite ou non du pembrolizumab selon la PCR, et ce n'est pas le schéma qui a été appliqué dans le design de cette étude. Par contre, en pratique clinique, pour les patientes qui rencontrent des toxicités majeures sous immunothérapie, clairement, la balance bénéfice-risque, lorsqu'elles sont en PCR, n'incite pas à persévérer sur la voie de la poursuite de l'immunothérapie en adjuvant. Pour les patientes qui, par contre, ne sont pas en réponse histologique complète, on voit que la plus-value de l'immunothérapie est quand même plus importante. Et donc, pour ces patientes, il y a actuellement une indication claire à poursuivre l'immunothérapie. Mais encore une fois, la place de l'immunothérapie adjuvante est complètement un sujet à discuter et à explorer. Et puis, comme l'a bien précisé Camille, il y a quand même une hétérogénéité de réponses et de pronostics au sein des patients qui ne sont pas en PCR. Donc là, on a les résultats de la survie sans événement chez les patientes RCB2 et on voit qu'il y a un delta de 20% en faveur du bras Pembro dans cette population, donc un bénéfice clair et franc. Mais étant donné le pronostic de ces patientes, on peut se poser la question des possibilités pour faire mieux. Et notamment, quid de l'adjonction de la capecitabine ou de la parib, qui sont d'autres stratégies de rattrapage décrites de la maladie triple négative. Et quand on regarde la survie sans événement dans la population RCB3, là, le bénéfice de l'immunothérapie est moins franc. Et dans cette population, plus que peut-on faire mieux, c'est peut-on faire autrement la question qui émerge. Et plutôt que d'associer l'immunothérapie à un traitement quel qu'il soit, on peut être amené à se demander s'il ne faut pas changer, switcher de stratégie et remplacer l'immunothérapie par une autre molécule comme potentiellement la capecitabine et l'olaparib. Alors, la place de la capecitabine aujourd'hui, elle repose sur les données de l'essai CRIETIX, une étude qui évaluait la capecitabine 8 cycles en post-néoadjuvant chez des patientes à la fois RE+, et triple négative. Le bénéfice est ressorti uniquement pour la population triple négative, en sachant que dans cette étude, le schéma néoadjuvant appliqué ne concernait pas le schéma Keynote 522, qui est notre standard actuel. Et donc, du coup, pour pouvoir répondre à la question de la place de la capecitabine avec nos standards actuels, une étude dédiée va ouvrir, l'étude CAPA, qui est une étude de promotion Curie Unicancer, dédiée spécifiquement aux patientes triple négatifs traitées par schéma Keynote 522, qui sont RCB 1, 2 ou 3 après la séquence néoadjuvante, et on compare le pembrolizumab, plus ou moins radiothérapie selon les pratiques standards, versus ce même schéma plus la capecitabine pour 8 cycles. Et donc, c'est une étude qui va être ouverte d'ici fin d'année dans les centres. La place de l'olaparib, Camille en a parlé également. On a des indications claires pour l'olaparib actuellement dans la population triple négative comme dans la population RH+, en cas de mutation germinale de BRCA1 ou 2.
Pour les triple nègres, ce sont les patientes qui ne sont pas en réponse histologique complète après la chimiothérapie néoadjuvante ou les patientes au minimum PT2 ou PNA après chimio première. Et pour les patientes RH+, en post-néoadjuvant, ce sont celles qui sont en non-PCR et qui ont en plus un score CPSEG supérieur ou égal à 3. Pour celles qui ont une chaire première, c'est patientes qui sont N2 au minimum. Donc avec l'étude Olympia, un bénéfice clair de l'olaparib 1 an en termes de survie globale, un bénéfice de l'ordre de 3,8% à 3 ans. Et donc, c'est une stratégie qui est grandement privilégiée chez les patientes mutées qui répondent à ces critères. Mais là encore, un schéma qui ne comprenait pas le Keynote 522 et on peut quand même s'interroger sur la pertinence de l'olaparib avec cette séquence thérapeutique, notamment un point d'alerte dans l'analyse en sous-groupe, à savoir que chez les patientes pré-traitées par carboplatine, le bénéfice de l'olaparib semblait moins important. Et donc, également pour ce schéma-là, il semble intéressant de pouvoir avoir une étude dédiée avec les standards thérapeutiques actuels. Et puis, on parlait des patientes à plus haut risque, notamment les patientes RCB3, et de ce qu'on pouvait proposer de mieux. La réponse qui est en cours d'évaluation, c'est le positionnement des anticorps drogue conjugués. Ça a été posé avec l'étude SASIA qui comportait 2 cohortes, une cohorte de patientes RE+, et une cohorte de patientes triple neg, avec en comparaison le standard thérapeutique versus le sacituzumab govitecan. Autre étude, Tropion-Brest-03, cette fois-ci spécifiquement ciblée chez les patientes triple neg, qui compare en post-néoadjuvant soit le standard versus datopotamab deruxtecan, donc un ADC qui cible TROP2 pour 8 cycles, soit ce même ADC combiné à une immunothérapie par durvalumab. Ces 2 essais sont clos aux inclusions et on attend les résultats prochainement. On a parlé tout à l'heure aussi du cas spécifique des patientes RE-low, donc ces patientes avec un statut RE inférieur à 10% et pour lesquelles, selon où on est traité, où on est pris en charge, se pose la question, la catégorie dans laquelle on est placé. Donc, pour rappel, ces patientes, elles représentent moins de 10% de la population triple négative, si tant est qu'on considère que c'est une population triple négative. Mais en tout cas, on a des raisons d'avoir ce type de considération, puisqu'en termes de pronostic, elles ont le même profil, tant en termes de survie sans progression qu'en termes de survie globale. Si on regarde l'étude Keynote 522, qui, selon les standards américains et comme toutes les études de phase 3, fixe le seuil de la maladie triple négative à 1%, le taux de PCR global était de 64,8%. Si on regarde l'étude Keynote 756, donc 756, c'était une étude qui s'intéressait cette fois-ci spécifiquement aux patientes RH+, mais pas n'importe lesquelles, des patientes à haut risque, des stades 2-3 avec un grade 3, à qui on proposait du coup du séquentiel plus pembrolizumab. Eh bien, dans cette population, le taux de PCR global était de 24,3%. Cette année à l'ESMO, on a eu les résultats d'une cohorte rétrospective française qui a évalué l'impact du Keynote 522 sur ces patientes avec un RE compris entre 1 et 9%. Et ce taux de PCR qui a été mis en exergue dans l'étude était assez spectaculaire, 75% versus 64% et 24% pour les 2 études citées précédemment. Et donc, même si on peut s'interroger sur ce gap significatif de PCR par rapport aux études Princeps, force est de constater qu'il ressort clairement que cette population dite RE-low bénéficie clairement du schéma chimio-immunothérapie. Par contre, d'autres difficultés se rajoutent dans nos algorithmes thérapeutiques, puisqu'on a également des cohortes, et rétrospectives encore, qui nous indiquent que cette même population bénéficie quand même de l'hormonothérapie, et donc discriminer celles qui vont bénéficier des deux, à la fois de la chimio-immuno
et de l'hormonothérapie n'est pas actuellement quelque chose d'évident. Dans le cadre de la maladie HUR2 positive, pour les patientes qui ne sont pas en réponse histologique complète, le standard thérapeutique, c'est de proposer du TDM1, 14 cycles toutes les 3 semaines, donc 1 an de traitement, sur la base de l'étude de Catherine. Et donc, on a eu en décembre dernier à San Antonio la mise à jour des données de survie après 8,4 ans de follow-up pour ce qui est de la survie globale. Et donc, ceci confirme bénéfice franc et massif de l'adjonction du TDM1 en adjuvant avec une réduction du risque de décès de 37%. Un point quand même de vigilance qui s'adresse aux patientes qui sont à la fois HER2 positive et RE positive. Cibler HER2, c'est crucial. Cibler RE, l'est tout autant. Et donc, on a eu à l'ESMO encore quelques données d'une étude ancillaire qui proviennent de la phase 3 ERA. Donc, pour rappel, ERA, c'était une étude qui concernait des patientes HER2 positifs traités par chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante et qui comparait une stratégie anti-HER2 avec observation seule versus trastuzumab 1 an versus trastuzumab 2 ans. Une étude qui a inclus plus de 5000 patientes, parmi lesquelles figuraient 965 patientes préménopausées. Et donc, on s'est intéressé à l'impact de l'hormonothérapie de ces patientes sur la survie globale. Premier constat, en comparant tamoxifène seul versus hormonothérapie, quelle qu'elle soit, plus analogue de la LHRH, un bénéfice majeur sur la survie globale à 10 ans en faveur du double blocage. Et lorsque l'on compare les patientes double bloquées avec analogue plus TAM versus analogue plus anti-aromatase, là encore, un bénéfice plutôt en faveur de l'association avec les anti-aromatases. Et donc, ceci pour insister sur le fait qu'en plus de la stratégie post-néoadjuvante ciblant HER2, l'hormonothérapie et probablement le double blocage chez les patientes préménopausées a également un impact non négligeable sur leur survie. On a beaucoup parlé avec Camille de l'impact du RCB, puisque finalement, il n'y a pas de binarité entre PCR versus non-PCR. Il y a un impact plus ou moins linéaire selon le RCB, avec, dans le cas de la maladie HER2, un décrochage pronostique assez marqué entre les RCB 0,1 d'une part et 2,3 d'autre part. Néanmoins, y a-t-il des critères fiables au-delà de la PCR, au-delà du RCB sur lesquels on peut se fier, sur lesquels on peut travailler pour éventuellement mieux rattraper les patientes? On voit que les patients T3, T4, N3 et plus bénéficient quand même moins du TDM1 parce que justement plus grave et donc plus à risque de rechute. Et donc pour ces patientes-là, les stratégies de rattrapage se veulent plus optimales. Et donc, on a le cas de l'étude Destiny Breast 05, par exemple, qui propose de comparer le TDM1 au trastuzumab deruxtecan en post-néoadjuvant et en ciblant spécifiquement les patientes les plus à risque, notamment les patientes N1 à N3 après chimiothérapie néoadjuvante. Donc là encore, une étude dont on attend les résultats. Et puis, on a parlé de ce cas compliqué des patientes qui sont HER2 positives sur la biopsie, HER2 négatives sur le reliquat post-néoadjuvant et qui ont du reliquat. Que faut-il faire avec ces patientes? Est-ce qu'il y a une indication à désescalader sur le TDM1? La situation qui peut être également assez perturbante, ça va être typiquement les patientes HER2 positives et RE positives qui pourraient potentiellement bénéficier d'un schéma type monarchie parce qu'elles sont très à risque, à qui on voudrait proposer de l'abemaciclib plutôt que le rattrapage avec du TDM1. Eh bien, dans Catherine, on avait des patientes qui correspondaient à ce cas de figure, 70 patientes qui avaient négativé leur statut HER2 sur le reliquat.
sur les courbes, ce sont les patientes qui sont représentées par les pointillés, eh bien, on voit que ces patientes tiraient quand même bénéfice du TDM1 en post-néoadjuvant. Et donc, actuellement, on n'a pas d'argument fort pour s'affranchir du TDM1 en adjuvant chez les patientes HER2 négatives sur la pièce opératoire. Donc en synthèse, sur les points clés qui peuvent interroger actuellement en situation néoadjuvante, il y a l'impact de la PCR et son statut de surrogate endpoint de la survie globale. Il y a une vigilance à avoir sur l'hétérogénéité de pronostic qu'il y a au sein des patientes qui sont en PCR et en non-PCR. Il y a tout l'intérêt de pouvoir proposer des stratégies de désescalade. On a parlé des patientes sous immunothérapie et qui sont en PCR. Et il va y avoir des essais de désescalade dans cette population, notamment l'essai OPT-Pimbro, pour pouvoir éventuellement les affranchir de toxicité inutile. Et puis, on a à l'inverse des stratégies de rattrapage que l'on voudrait pouvoir intensifier chez les patientes les plus à risque. Ensuite, on réalise aussi que finalement, l'ensemble de nos stratégies thérapeutiques est fortement gouverné par ce PCR et donc que les patientes ont à ce moment-là déjà subi 6 mois de chimio plus ou moins immunothérapie néoadjuvante. Et donc, il nous manque quand même des biomarqueurs prédictifs et pronostiques pour pouvoir mieux discriminer a priori les patientes qui vont bénéficier ou pas de nos stratégies thérapeutiques de façon finalement à mieux optimiser le profil de toxicité. Et donc voilà les points clés que j'ai souhaité discuter en stratégie néoadjuvante et on peut bien sûr en discuter. Merci beaucoup, Diana. Une question là éventuellement pour Diana et Charlotte. J'avais une question sur la chirurgie. Alors, il faut que je la retrouve, mais en gros, en cas de réponse complète, en cas de triple négatif, on évoquait la possibilité de l'absence de chirurgie. On est d'accord que ce n'est pas possible. Non. Enfin, Bah, je pense que Charlotte confirmera, mais en tout cas, non, c'est pas dans les recommandations ni dans nos standards. L'étape chirurgicale, pour l'instant, ne peut être exclue. ouais. Alors, est-ce qu'il y a des études où, en cas de réponse complète, on teste l'absence de chirurgie? Non, là, comme ça me Très ça bien. me vient pas. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'avais une question, moi, pour Diana, sur la stratégie sur les petites tumeurs. Et j'entends les PT1C, parce que là, dans toutes les études, on est en stade 2, stade 3. C'est vrai. La stratégie néoadjuvante sur les PT1C. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier les PT1C N0. Donc effectivement, on reste bon, sur des tumeurs éligibles à des stratégies de chimiothérapie néoadjuvante, mais du coup sans immuno. Et donc on est plutôt sur des schémas séquentiels avec anthracyclide sur une modalité dose dense, donc tous les 15 jours pendant 2 mois, suivi de 12 taxols hebdomadaires. Et donc du coup, pour le coup, ces patientes-là, c'est des patientes qui sont bien documentées et la stratégie post-néoadjuvante est beaucoup plus classique avec capecitabine ou olaparib lorsque c'est indiqué. Alors, il y a Krishna, en effet, qui répond oui, il y a l'essai RMDA, pas de chirurgie, c'est réponse complète. Mais ça reste un essai thérapeutique et donc, bien entendu, qu'en pratique, on ne le fait pas. Alors, la personne en Mais question me dit que c'est ce n'était pour pas la quel, question. donc, si Krishna peut répondre, du coup, c'est pour quel Tu sais, quel c'est- type? enfin, en fait, il y a des essais, moi, ce dont Oui. je suis au courant, c'est des essais avec macrobiopsie qui vont évaluer la réponse. Et donc, après, pas de chirurgie. Mais Krishna, si tu peux nous réécrire, est-ce que c'est OMD Anderson? C'est ça, c'est l'essai R OMD Anderson, I presume. Alors, il y a aussi l'essai à Dijon de Charles Coutan. Moi, j'avais entendu parler de celui-là Oui, aussi. oui, Bon, tout à fait. Mais c'est des essais cliniques, c'est en recherche. On est en train voilà, de ça voilà. reste une recherche. A priori, C'est ce n'était ça. pas la question vraiment posée, mais la personne en question, si elle peut la reposer pour répondre. Euh,
L'autre question aussi, c'était sur Anne, tu avais des questions pour Diana ou pas? Non, moi pas particulièrement. Non, non. La place de l'hormonothérapie aussi en néoadjuvant, l'avis de l'oncologue médical et l'avis aussi du chirurgien. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? On en voit de plus en plus. Alors, l'hormothérapie en néoadjuvante, on en voit de plus en plus. Il y en a aussi de plus en plus d'essais dédiés à cette population, hein. On peut notamment citer, par exemple, l'essai Ribolaris qui s'intéresse plutôt à des patients de risque intermédiaire et qui va associer une hormonothérapie plus ribociclib avec derrière en plus le positionnement de tests génomiques et l'arrière-pensée de pouvoir désescalader éventuellement les indications de chimiothérapie. Donc ça, c'est un essai qui est actuellement ouvert aux inclusions et qui finalement pose une double question, la pertinence de l'hormonothérapie néoadjuvante et puis son impact sur la qualité de vie des patientes et la possibilité de les affranchir de l'exposition à une chimiothérapie. Après, dans le cadre du soin courant, les indications d'hormonothérapie néoadjuvante existent. C'est vrai qu'en pratique courante, on a quand même tendance à privilégier cette stratégie sur une certaine catégorie de population, notamment des populations potentiellement précaires et chez lesquelles l'indication de chimiothérapie est moins évidente, des tumeurs luminales avec un profil d'évolution potentiellement indolent et on a tendance à monitorer l'évolution sous hormonothérapie néoadjuvante sur un délai d'environ 6 mois. Voilà, c'est ce que j'allais demander à Charlotte, c'est le délai hors essai que tu laisses à une 6 hormonothérapie mois. néoadjuvante. En général, 6 mois. On est d'accord. Il y a une question de Catherine Alaïdine qui pose la question de la quantité de biopsies nécessaires. C'était Je la suppose. fameuse question par rapport à Voilà, la voilà, voilà. Donc c'est pour Camille. Alors, la quantité de biopsie en post-néoadjuvant. Alors, Pré-néoadjuvant, je présume, hein, à Catherine. Non, 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 c'était en post-néoadjuvant, D'accord. j'avais Ah, répondu. d'accord, pardon. Bah, à ma connaissance, ça se faisait pas en 2024, voilà. Ouais, Mais du coup, la quantité, même réponse. ouais. Pour l'instant, la réponse complète radiologique est pas assez fiable, hein, il me semble, Mm. pour sursoir à la chirurgie. Alors, on avait une question pour la radiothérapie, donc je vais essayer d'y répondre. L'indication de la radiothérapie, c'est une réponse complète HER. Ben là, pareil, il y a des essais thérapeutiques en cours, mais jusqu'à preuve du contraire, on se base sur les critères initiaux à l'heure actuelle. Il y a quelques essais désescalade et des présentations là, à Santonio l'an dernier qui avaient l'air d'être plutôt favorables à une désescalade, mais ça reste, à mon avis, des essais et pas encore en pratique courante. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions brûlantes? Question auxquelles j'ai répondu dans le chat, mais je peux en parler un peu à l'oral sur la situation où on a des emboles, exclusivement des emboles vasculaires. Alors, c'est pas fréquent, mais on est effectivement dans une situation quand on n'a que des emboles où ça rentre pas dans les cases. Donc, on est obligé d'expliquer ce qu'on voit. Et pareil, c'est quelque chose qui a été abordé par le groupe iSpy comme potentiellement améliorable dans le futur. Mais donc, si on n'a que des emboles, on dit il n'y a que des emboles, donc c'est YPT0, YPN0 par exemple, mais avec embol, donc ça n'est pas une PCR. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. Exactement. Une question intéressante d'Anapat. Je n'ai pas bien compris l'intérêt de la RCB. Est-ce difficile à réaliser dans les pays en voie de développement? Alors, ça dépend de vos contraintes. Si vos contraintes, c'est que vous ne pouvez pas faire beaucoup de blocs sur les pièces opératoires après traitement, ça peut être difficile parce que la contrainte, c'est ça, c'est qu'en post-chimio-néoadj, parfois, on fait beaucoup de blocs pour échantillonner bien le reliquat, enfin le lit tumoral macroscopique. Au-delà de ça, c'est uniquement morphologique, donc non, à mon avis, il n'y a pas d'autre contrainte que ça, que de pouvoir faire beaucoup de blocs. Alors, leur principale contrainte, c'est l'immunohistochimie, en fait, Oui, oui, ils oui, ne oui. peuvent pas le faire. Non, Donc, non, en non, fait, là, sur le RCB, ça, c'est pas. non, non, c'est uniquement morphologique, donc je pense que, sauf s'il y a une contrainte dans ce sens-là, je ne vois pas, non. Non, c'est quelque chose d'assez démocratique. D'accord. Bah, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Dans le chat, il n'y en a plus.
En tout cas, merci beaucoup à Camille et Diana. C'était très intéressant. Et alors, on aura, comme c'était un sujet extrêmement vaste, début 2025, on s'engage à réaliser un nouveau webinar sur les clés de la prise en charge, mais cette fois-ci avec le point de vue du chirurgien et le point de vue de l'oncologue radiothérapeute, et avec des modérateurs justement de spécialités différentes. Et une autre publicité donc pour fin 2024. Rémi Salmon et Claudia Régis représenteront le best-of des communications libres des 45e journées de la SFSPM. La date n'est pas encore fixe, mais ça, je pense, pour fin novembre ou début décembre 2024. Voilà, Anne, le mot de la fin. Ah bah écoute, je crois qu'on a eu des topos extrêmement clairs et que on remercie nos orateurs. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On était nombreux ce soir et comme quoi l'ANAPAT, ça intéresse beaucoup nos collègues et on est Mais ravis avec c'est Camille. ce que j'allais dire. On était plus de 150 personnes pour l'ANAPAT. Donc, Voilà. Bravo, merci à vous. Oui. merci à tout le monde et très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.